Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 5 octobre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, vous connaissez le principe de l'émission. Nous essayons de vous donner des clés pour décrypter et comprendre l'actualité nationale et internationale pendant 60 minutes. N'oubliez pas, vous êtes habitués dès maintenant que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV et sur Twitter, hashtag 60MPC. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous le faisons en compagnie d'observateurs et d'experts nationaux et internationaux. Et les experts qui ont accepté de venir ce soir sur le plateau sont le professeur Hakima Himish. Bonsoir. Est-il besoin de vous présenter encore une fois? Présidente de l'association de lutte contre le sida, la LCS, membre du Conseil économique, social et environnemental, qui a accueilli d'ailleurs une table ronde aujourd'hui même sur le sujet. Ça nous permettra, vous êtes tous à chaud, hein, vous sortez de cette table ronde. Michel Kazatchine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la commission globale en matière de drogue, la GCDP, et vous êtes notamment envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le sida. Abdallah Ounir, vous êtes professeur de droit, membre du CRDH de Tanger, le Conseil régional des droits de l'homme, et vous êtes notamment l'auteur du rapport national sur l'usage des drogues. Et enfin, docteur Kamel Alami, vous êtes directeur du programme ONU-SIDA au Maroc. Merci à tous d'être avec nous ce soir. S'il est encore nécessaire de le préciser, la drogue est un véritable fléau. Après Varsovie, Genève et New York, la GCDP a tenu sa rencontre annuelle à Rabat. Objectif de cette commission, évaluer les politiques publiques en matière de drogue, comme son nom l'indique, et faire des recommandations au gouvernement et aux instances internationales. La drogue au Maroc, qui, quoi, combien ? Comment? Quel dispositif existe pour endiguer ce fléau? Que reste-t-il encore à faire? Sommes-nous dans la bonne voie? Politique publique en matière de drogue, c'est le titre de l'émission de ce soir. La lutte contre l'usage de drogue, un combat mené au quotidien dans le royaume. Plus de 600 000 personnes consommeraient tout type de drogue au Maroc. 12 à 16 000 d'entre elles seraient accros à la drogue dure, notamment l'héroïne et la cocaïne. Ce sont des chiffres de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, dévoilés en 2014. L'usage de drogue est une pratique à haut risque, mais elle devient encore plus dangereuse quand il s'agit d'injections. L'usage de drogue par voie intraveineuse peut entraîner la mort due à l'effet de la substance injectée, sans oublier deux grands risques, virus de l'immunodéficience humaine et hépatite. En plus des risques pour la santé, les usagers de drogue encourent des peines d'emprisonnement. L'article 8 du Dahir du 21 mai 1974 punit l'usage illicite des stupéfiants d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an, mais aussi d'une amende de 500 à 5 000 dirhams ou l'une des deux peines seulement. Toutefois, l'article offre une alternative aux poursuites judiciaires, une alternative appliquée si l'usager de drogue accepte de se soumettre à une cure de désintoxication pour la durée nécessaire à sa guérison. Un traitement dispensé dans un établissement thérapeutique ou dans une clinique agréée par le ministère de la Santé. Pour réduire les risques, le département de tutelle veut améliorer les prestations médicales au profit des usagers de drogue. Le département prévoit ainsi la construction de 14 unités de traitement des addictions à l'horizon 2020. Bien, alors ce que je vous propose, madame, messieurs, ce soir, c'est qu'on essaie de comprendre où en est-on au Maroc, quels sont les dispositifs qui sont mis en place. Nous allons faire un état des lieux aujourd'hui en termes d'utilisation de drogue. On a eu quelques éléments dans le reportage. Mais avant cela, j'aimerais juste comprendre cette commission qui est la GCDP. Monsieur Kazatchine, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont ses prérogatives ? C'est une commission d'abord qui s'est auto-constituée. Ce n'est pas une commission qui a reçu un mandat. C'est une commission de 20 personnalités venant du monde entier qui a commencé à travailler il y a 4 ans, qui regroupe pour beaucoup d'anciens chefs d'État et chefs de gouvernement, en particulier du Brésil, de la Colombie, du Mexique, des pays très concernés, ici en Europe, du Portugal, de la Pologne, des personnalités du monde onusien, de l'ONU, dont Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ou Madame Louise Arbour, l'ancienne responsable du Haut Commissariat aux droits de l'homme, et puis des personnalités du monde de la société civile, du secteur privé, comme Richard Branson, le patron de Virgin, et quelques personnalités expertes comme moi-même au titre du sida. Et cette commission est faite de gens qui se sont dit ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça.
les politiques publiques internationales en matière de drogue, ce qu'on appelle le régime international de contrôle des drogues, a totalement échoué dans sa mission. Ce régime international, il s'était donné pour but de dire « nous allons construire un monde sans drogue ». Et pour construire un monde sans drogue, nous allons interdire les drogues. Et maintenant, on regarde, après 40 ans de cette guerre contre la drogue, qui est très souvent et trop souvent été une drogue contre les usagers de drogue, une guerre contre les usagers, cette guerre contre la drogue a totalement échoué. Il y a plus de consommateurs dans le monde, les drogues sont plus facilement accessibles, elles sont de meilleure qualité, elles sont de moindre prix, elles sont de plus en plus nombreuses avec les nouvelles drogues synthétiques qui arrivent sur le marché. Cette guerre contre la drogue a déclenché un fléau de santé d'une échelle considérable dans le monde, le sida, l'hépatite C parmi les usagers de drogue. Elle engendre des violations des droits de l'homme, on en parlera certainement, quotidiennes dans tout le monde, une surincarcération dans tous les pays du monde. 50% des personnes incarcérées aux États-Unis dans les prisons fédérales le sont pour des délits liés aux drogues. Vous m'avez donné exactement tous les points qu'on va aborder ce soir. Pardonnez-moi encore un point. Surtout, elle a généré une économie parallèle, une économie de délits qui corrompt et qui génère la violence dans le monde. Il faut donc arrêter, il faut changer de paradigme, changer de façon de penser, et cette commission se réunit et se penche sur ces questions pour venir avec de nouvelles idées. Pourquoi le Maroc, eh bien, aujourd'hui? Pourquoi le Maroc? Parce que nous avons fait un plaidoyer pour que la réunion de cette commission ait lieu à Rabat. Le professeur Michel Kazatchkine nous a beaucoup aidés dans ce plaidoyer. Et l'argument que nous avons avancé auprès des membres de la commission, c'est que les choses bougent dans notre pays et la présence chez nous de ces personnalités peuvent vraiment accélérer le changement, influencer la politique gouvernementale en matière de drogue. C'est une première dans la zone MENA, ce qu'on appelle la zone MENA, que cette commission vienne au Maroc. Absolument. Elle se tenait... Elle ne s'est tenue qu'à Genève et à New York jusqu'à présent. Donc non seulement c'est la première fois qu'elle se tient dans MENA, mais en fait c'est la première fois qu'elle se tient hors des deux grandes villes des Nations Unies. Et pour nous, c'était très important aussi de venir au contact de la réalité et au contact des pays, on reviendra là-dessus, qui sont sur la voie de changement et sur la voie de réforme pour les encourager et les soutenir. Alors, on fera un petit comparatif avec tous les pays de la zone, bien sûr, mais là, est-ce qu'on peut faire, on a eu des chiffres dans le reportage qu'on a vu, lorsqu'on parle de 600 000 usagers de drogue, avec une proportion en termes de drogue dure, comment on fait pour recenser ces gens-là? Je sais pas, est-ce que 600 000, ça me paraît peu? Je parle vraiment de mon ressenti. Comment on fait pour recenser les usagers de drogue? Et quel distinguo on fait entre les drogues dures et les drogues douces? Bien sûr, on n'a pas une idée exacte du nombre d'usagers, donc ça reste toujours des estimations. Et généralement, les estimations sont faites sur la base d'extrapolation données d'études. Donc ça peut être des études nationales, par exemple sur l'usage de drogue. Donc il y a eu des études qui ont été faites au Maroc par le ministère de la Santé au cours des années 2000, donc qui ont permis d'avoir une idée de proportion de la population, notamment parmi les jeunes et la population adulte qui utilisent des drogues, et aussi les types de drogues qui sont utilisées. Donc généralement, le ministère de la Santé procède par ce genre d'estimation sur la base des extrapolations, parce qu'il n'est pas possible de compter les gens, pour la bonne raison qu'une grande proportion des usagers de drogue ne sont pas visibles et n'accèdent pas à des services. Donc il y a ce qu'on appelle les populations cachées. Et si on prend les utilisateurs de drogue injectables, c'est encore moins visible, parce que ce sont des personnes qui généralement sont dans des situations de précarité encore plus importantes et qu'elles ne viennent pas au service de santé. Donc généralement, c'est des études. Pour les usagers de drogue injectable, il y a des études, des nouvelles études, donc avec des méthodologies qui sont reconnues au niveau international et qui maintenant ont été introduites au Maroc depuis l'année 2010-2011, pardon, et qui ont concerné les différentes populations, ce qu'on appelle les populations clés, les populations à risque, les plus exposées au risque d'infection VIH, et parmi elles, les usagers de drogue injectable. Donc il y a une première étude qui a été faite en 2011 et une autre étude qui vient d'être faite aussi par le ministère de la Santé, bien sûr en collaboration avec les ONG, parce que c'est les ONG qui peuvent avoir accès à ces populations de manière plus facile.
Et donc ça permet, d'une part, d'avoir des données sur ces populations, aussi en termes d'infection, de taux d'infection, mais également sur les comportements, sur l'accès aux services. Donc ça permet d'avoir un certain nombre de données, mais ça reste toujours des estimations. Alors, comment 600 000, on est en dessous de la réalité? Ce que je voulais rajouter, c'est que, bon, 600 000, c'est les utilisateurs de toutes sortes de drogues. On compte ceux qui avalent un comprimé de Valium, ceux qui, etc. Mais ce qui est certain... Ah oui, ils sont tous comptés. Ce qui est certain, c'est que dans notre pays, les modalités de consommation de drogue ont changé ces dernières années. Nous avions une consommation traditionnelle de cannabis et maintenant nous avons de plus en plus de personnes qui utilisent de l'héroïne. Pourquoi? Ça c'est un phénomène nouveau, ça date de quand? De quelques années. De quelques années. Il y a, la LCS a fait une étude, c'est la première étude en 95, nous avions trouvé très peu de consommateurs d'héroïne et très peu d'injecteurs. Il y a eu plusieurs phénomènes. Des jeunes qui sont expulsés d'Europe, qui ont appris à s'injecter en Europe. Le prix de l'héroïne qui a considérablement baissé, c'est de l'héroïne de très mauvaise qualité et très bon marché. Qui est disponible particulièrement dans les provinces du Nord. Et donc c'est ça qui est le phénomène nouveau qui est inquiétant. À cela va s'ajouter probablement de plus en plus, ce à quoi faisait référence le professeur Michel Kazatchkine, c'est qu'il y a les drogues de synthèse qui sont en train d'envahir le monde, qui sont particulièrement toxiques pour le cerveau, et que, en fin de compte, quel est l'objectif de cette commission, de la réunion que nous avons eue cet après-midi? C'est de dire que la politique qui est dite politique contre les drogues est en fait un échec total, est devenu à travers le monde, est devenu une politique contre les drogués, contre les usagers de drogue qui ne sont pas considérés dans leurs propres États comme des citoyens à part entière. Professeur O'Neill, justement, par rapport... J'aimerais vraiment... dernière question sur ce chiffre-là, parce qu'il me semble que le diagnostic est important pour connaître l'ampleur du phénomène. Là, vous êtes en train de me dire de quelle manière les extrapolations ont été faites. Est-ce qu'on a besoin d'un diagnostic plus fin pour savoir ce qu'il en est? Si on est 600 000, on est loin du compte, ou alors c'est vraiment une estimation qui vous paraît plausible? Je partage totalement ce qu'a dit la professeure Hemmisch. C'est-à-dire que 600 000, on y fait rentrer un peu tout et n'importe quoi, et peut-être qu'on ne recense pas tout. Donc il est difficile de véritablement établir un chiffre précis. Mais pour revenir au Maroc, vous avez posé une question très importante. Pourquoi le Maroc? Parce que, effectivement, il y a un contexte qui est extrêmement important actuellement. Il y a le contexte de cette commission d'anciens chefs d'État et d'États d'Amérique latine qui considèrent qu'effectivement le fléau de la drogue et le trafic de drogue constituent un danger pour les démocraties et pour les démocraties en transition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes à la veille de l'adoption d'un code pénal marocain et que, comme toute réforme, il faut absolument qu'on fasse, état d'une rationalité. On ne pense pas le code pénal avec une émotion, avec une réaction instinctive. On pense le code pénal avec une rationalité. Donc il faut regarder les chiffres et voir ces dispositions qui pénalisent la consommation. Je ne parle pas du trafic, je parle de la consommation. Est-ce que les dispositions qui pénalisent la consommation de la drogue, sans distinction, au Maroc, sont opportunes? Est-ce que véritablement ça ne génère pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de produire la récidive à partir de la prison, puisque on est en train de mettre, enfin, quand la police décide d'arrêter un consommateur de drogue, ils ne sont pas tous arrêtés. Et de ce point de vue-là aussi, il y a une grande discrimination. Ils sont discriminés parce que ce sont des citoyens à part entière, et je ne sais pas pourquoi on les discrimine à l'égard des consommateurs de tabac et d'alcool. Peut-être un point supplémentaire, c'est que je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que ces 600 000 personnes sont toutes des personnes malades, qui sont totalement dépendantes de la drogue. Ce qu'on enregistre dans ce chiffre, ce sont dans ces enquêtes généralement des gens qui répondent oui à la question « Avez-vous consommé un produit illicite ?» dans le dernier mois ou dans la dernière année. On n'a pas utilisé le terme de toxicomanie jusqu'à maintenant. Voilà, donc attention, il n'y a que 90%, disons, des gens qui consomment des produits ne sont pas dépendants. Il y a beaucoup de gens qui consomment à titre récréatif. Il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle une consommation maîtrisée, comme ceux qui prendraient un verre de vin au repas du soir, ne sont pas des alcooliques. Et il y a, par contre, 10% des personnes qui consomment des drogues, et singulièrement
les personnes qui injectent des drogues, qui, elles, deviennent dépendantes, notamment à des produits qui amènent la dépendance, comme l'héroïne, et ces personnes-là, il faut les regarder non seulement avec l'œil des droits de l'homme dont nous venons parler, mais aussi avec l'œil de la santé, car on sait et on peut les soigner, et il faut qu'elles puissent accéder aux soins. Comment on ressent l'impact sanitaire? Parce que l'enjeu, il est sanitaire. On parlera des enjeux financiers aussi, mais l'enjeu, il est sanitaire. Comment on mesure cet impact? C'est cet impact qui a amené une association comme la LCS. Les téléspectateurs le savent, c'est une association de lutte contre le sida. Depuis 1987, vous luttez contre le sida. C'est ce qui nous a amené à nous impliquer dans cette problématique de l'usage de drogue, c'est que le pourcentage de personnes qui s'injectent des drogues qui sont séropositives pour le VIH et pour le virus de l'hépatite C sont effrayants. Il y a des villes où c'est pas catastrophique, même si c'est inquiétant. 7% par exemple pour le VIH à Tétouan, mais Nador... 25%. 7% à Tétouan, mais Nador 22%, et c'est 2013. 22% des personnes qui injectent des drogues sont séropositives pour le VIH et 80% ont une hépatite C. Voilà. C'est seulement pour compléter, c'est pour, bien sûr, l'épidémie du VIH, elle touche de manière disproportionnée les usagers de drogue au niveau mondial. Et au niveau aussi de la région de MENA, puisque ça représente à peu près 25% des modes de transmission du VIH pour la région MENA. Au niveau mondial, c'est autour de 30%, même dans certains pays, ça va jusqu'à 40%. Donc l'un des impacts importants, effectivement, c'est l'infection par le VIH et par l'hépatite C. Alors pour le Maroc, et comme l'a dit professeur Himish, le problème n'était pas très bien ressenti au début, donc à la fin des années 90, les années 2000, mais c'est à partir des années 2000 il y a une première étude qui avait été faite en 2005, une évaluation rapide de la situation dans la région de Tanger et aussi dans d'autres villes du Nord qui avait fait ressortir, c'était une étude qualitative, qui avait déjà fait ressortir la problématique, montrant qu'il y a des risques en matière d'injection, des risques liés à l'injection. En fait, c'est l'échange de seringues, parce que les usagers de drogue vont s'échanger les seringues quand ils s'injectent, et c'est par ce moyen-là qu'ils vont bien sûr transmettre ou bien acquérir le VIH ou bien le virus de l'hépatite C. Juste un chiffre quand même qui est effrayant, c'est en Russie, on a 38%. Même on a plus, non, 50% des nouvelles infections en Fédération de Russie et en Ukraine sont encore chez les usagers de drogue. On parlera tout à l'heure de ce que nous appelons la réduction des risques, alors que dans la plupart des pays qui ont mis en place les politiques de prévention, il n'y a pratiquement plus de nouvelles infections chez les usagers de drogue. J'ajouterai un chiffre en Libye, qui n'est pas loin, qui est un pays du Maghreb, 70%. Donc selon une étude qui a été faite à Tripoli, ça fait je pense 3 ans, elle a montré un taux d'infection parmi les injecteurs de drogue de 70%. Alors, donc c'est vraiment très grave. Et dans la région de MENA, il y a aussi l'Iran, parce que l'Iran est un pays qui est également très touché par la question de l'utilisation des drogues injectables. D'ailleurs, c'est en Iran qu'il y a le nombre le plus important pour la région MENA, où il y a le nombre d'usagers injecteurs qui est le plus important. Est-ce qu'on a une idée sur la typologie des gens? Excusez-moi, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on essaie de comprendre, parce qu'on pense tout de suite aux enfants, on pense tout de suite aux adolescents. Est-ce qu'on a une typologie des gens qui utilisent la drogue avec le type de drogue? Parce que l'image d'Épinal qu'on a chez nous, c'est, excusez-moi, le joint, quoi, on va dire ça comme ça. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des nouvelles drogues qui arrivent sur le marché. Il y a l'héroïne, il y a de la cocaïne aussi? La cocaïne est utilisée dans un autre milieu. Ce serait plutôt la bourgeoisie casablancaise, ça serait les artistes qui utilisent la cocaïne. Elle est vous n'allez pas stigmatiser les artistes, hein, s'il vous plaît, parce que... Surtout que je vais faire appel à eux aussi d'action. Non, mais certains. Non, mais je veux dire, voilà, c'est un milieu qui est très fermé, qui est très limité, la cocaïne. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez des idées sur combien ça coûte? Juste, mais vraiment, parce que pour qu'on ait une idée. Autour de 30 dirhams la dose. Vous parlez de quoi, là? L'héroïne. De l'héroïne. 30 dirhams la dose? Oui. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Voilà. De mauvaise qualité. De très mauvaise qualité, ce qui fait que les gens s'injectent plusieurs fois. Au lieu de s'injecter une seule fois, il est obligé de faire plusieurs injections par jour pour ressentir l'effet.
Parce et que puis la- partout parce dans que le la monde, drogue c'est n'est l'offre pas- et la demande, Oui. n'est-ce pas? Dès qu'on crée la dépendance à travers l'offre, on va ensuite adapter le prix pour augmenter le nombre de consommateurs. Si on regarde une carte du monde et des prix dans le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 40 dernières années, les prix se sont effondrés, notamment de l'héroïne. La production mondiale d'héroïne dans les 30 dernières années a augmenté de 400 fois. Et les prix de l'héroïne se sont adaptés aux différents marchés où ils se trouvent. Alors j'ai un tweet, c'est vrai que ça pose une question qui est... on remet ça souvent sur le tapis, et c'est tout à fait normal. On dit que le cannabis est une passerelle vers les drogues dures. Je voulais un tweet, il faut évoquer le cas du cannabis endémique au Maroc, car c'est une drogue passerelle sournoise. A-t-on des statistiques sur ce phénomène? Est-ce qu'on a des études claires sur... On utilise le cannabis au Maroc depuis des siècles. Et est-ce qu'on connaissait des injecteurs de drogue, d'héroïne, il y a un siècle? Non. Non. Le phénomène est vraiment nouveau, quoi. Mais chez un jeune qui est fragile, oui, peut-être, effectivement, ça peut. Mais je pense que ce n'est pas le même usage, Voilà. l'un et 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 l'autre. puis pour l'usage des drogues injectables au Maroc, il faut aussi le situer par rapport à l'Espagne aussi. Les Ceuta, Melilla, on voit que là où la concentration des injecteurs de drogue, c'est surtout à côté donc des villes qui sont à côté de Ceuta ou bien de Melilla. Et il y a aussi savoir qu'en Espagne, il y a eu une grave épidémie de VIH parmi les usagers de drogue au cours des années 90. Voilà. Et qu'on a pu au Maroc aussi ressentir cet effet parce qu'il y a beaucoup d'injecteurs marocains qui ont commencé à s'injecter aussi en Espagne avant de rentrer au Maroc, d'après les études qui ont été faites et qui ont montré que probablement, c'est-à-dire parmi la question de VIH parmi les injecteurs a été aussi liée aussi au fait qu'ils s'injectaient aussi en Espagne. Alors j'ai un tweet, je vous parlais tout à l'heure de population cible et des enfants notamment vulnérables. On dit on sait que les drogues et psychotropes se vendent souvent aux portes des collèges et lycées. Pourquoi laisse-t-on faire? Alors, Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce qu'on a une idée? semble. Là, on parle de diagnostic. Voilà. Oui, Est-ce oui. qu'on a de vrais diagnostics? Oui. Depuis tout à l'heure, j'essaie de oui, voir. il semble, On a il des semble estimations, mais est-ce qu'on a des vrais diagnostics? Qu'il y a des psychotropes qui sont vendus à la porte des écoles. Mais encore une fois, depuis le début de l'émission, nous ne parlons pas de cela. On parle de l'usage d'héroïne injectée ou fumée. On parle quand même de quelque chose de beaucoup plus lourd. Et vous demandiez, c'est quel type de population? Bon, il n'y a pas eu d'études sociologiques sur les profils, mais je peux vous dire, d'après le terrain, à Tanger par exemple, vous avez beaucoup d'artisans. Il y a des artisans qui fumaient traditionnellement, qui s'injectent. Vous allez par exemple dans la région de Nador, à la frontière avec Melilla, ce sont des jeunes complètement paumés qui sont arrivés là pour traverser la frontière et aller en Europe, qui n'ont pas pu partir et qui sont restés et qui sont devenus des usagers de drogue dans des conditions mais absolument dramatiques, mais vraiment dramatiques. Donc c'est très variable selon les régions. Alors, professeur René, tout à l'heure, vous parliez des droits, parce que ce sont des citoyens à part entière, ce sont des usagers de drogue aujourd'hui qui sont pénalisés, mais il y a quand même une notion de droit de l'homme à respecter. Selon la LCS, un rapport en 2011, 87% des usagers ont connu des violences de la part des forces de l'ordre, 50% par les personnels de santé, 42% par l'environnement social et familial. C'est un constat quand même. Aujourd'hui, quel est le constat? Ça s'arrange ou pas? Pourquoi ces gens-là sont, je ne vais pas dire stigmatisés, mais sont pris pour cible? Parce que dans l'imaginaire collectif, la drogue reste quelque chose qui fait très peur. Et on a toujours considéré que ça n'est pas dans notre culture, alors que nous sommes exactement comme les autres peuples. Nous cherchons toujours pour des raisons récréatives, et après on tombe dans l'addiction et dans les différentes addictions. Donc effectivement, l'imaginaire collectif condamne l'usage de la drogue. Et si vous faites une enquête dans la rue, les gens vous diront oui, non, on n'est pas pour la légalisation de la drogue de façon abstraite. Mais quand vous expliquez aux gens et vous leur dites que dans la réalité marocaine, effectivement, en 1955, il y avait la régie marocaine du tabac et du kiff, et que le kiff était réglementé par l'État et était vendu, les gens ne seront pas choqués. Quand vous allez dans les médinas et vous voyez les artisans... Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Oui. Oui, bien sûr, je le répète, effectivement. Oui. Et dans les médinas... La régie du tabac et du kiff. C'était jusqu'à quand ça s'est arrêté quand 1955, 55. à l'indépendance. Oui.
Ça a disparu et on a interdit, enfin, on a attendu le Daïr 1974, mais avec le départ de la France du Maroc, évidemment, on est rentré dans une politique de répression par la suite. Hein. Et on se pose des questions. On s'est posé des questions tout à l'heure, justement, à travers M. Cardoso, qui est l'ancien président de la République brésilienne, qui constate effectivement l'échec de la politique de tout sécuritaire et il se rend compte qu'effectivement, la répression ne sert strictement à rien aujourd'hui. Ça coûte très très cher par rapport à l'argent qu'on pourrait mettre dans le traitement. Parce que les exemples qu'il y a à l'étranger, où est-ce que ça coûte? Juste un chiffre, parce que vous demandez des chiffres. Oui. En 2008, on a considéré qu'on a dépensé 1000 milliards de dollars pour combattre le trafic de drogue. On n'y est pas arrivé puisque les Nations Unies à l'époque pensaient qu'on allait arriver à une société zéro drogue. Je voulais seulement ajouter un point, c'est que tous ces phénomènes donc, de discrimination, de violence, ils retentissent sur l'accès aux services. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vraiment de grandes difficultés à accéder aux services. L'étude biocomportementale qui a été faite à Tanger, à Tétouan, a montré que seulement 10% avaient fait un test VIH. Alors qu'on a vu qu'il y avait des taux d'infection qui sont très élevés et que beaucoup étaient, quand ils arrivaient au service de santé ou bien dans d'autres services, il y avait bien sûr un problème de stigmatisation de la part du personnel, donc du personnel soignant, qui souvent n'accepte pas donc de pouvoir donc de prendre en charge. C'est un problème de formation ou encore un problème de culture? Ça rentre pas dans la nomenclature. On se dit on reçoit quelqu'un qui peut être classifié comme toxicomane, on le considère pas comme un patient, on le considère comme un drogué? On en a peur. Voilà, ça fait voilà. Il fait peur. Nous parlons de deux choses là. Nous parlons d'une part de la discrimination, qui est un phénomène qui bien sûr, impacte considérablement sur la vie des usagers de drogue, mais nous avons aussi parlé de la pénalisation actuelle, c'est-à-dire que c'est un délit pénal dans la plupart des pays du monde, et cette pénalisation, la Commission globale appelle à ce qu'on la lève et qu'on la supprime de façon urgente. C'est une de nos premières recommandations. Parce que, comme l'a dit le docteur Alami, les gens ont peur d'aller dans les services de santé. Dans beaucoup de pays, ils seront fichés. Leur inscription au registre de santé sera transmise au ministre de l'Intérieur. Dans beaucoup de pays, la peur de la police, de l'arrestation, de la violence fait que les gens vont se cacher pour s'injecter. Ils vont s'injecter donc dans des conditions non hygiéniques et ça va faciliter la transmission, par exemple, de l'infection par le VIH ou de l'hépatite. Et puis, tout ce que nous cherchons à faire et dont nous parlons depuis le début, réinsérer ces gens dans la société, leur permettre de retrouver leur dignité, faire qu'ils accèdent au circuit de soins, tout ça, à tout cela, la pénalisation et la criminalisation s'opposent comme un obstacle majeur. Si vous êtes inscrit au registre pénal, vous pouvez toujours chercher un logement, un prêt, un travail. Vous êtes pénalisé au sens propre du terme pour le restant de vos jours. Professeur Himish, vous êtes au contact de ces gens-là, dans le cadre de votre association. La détresse psychologique, vous la sentez, vous la palpez. C'est dramatique, dramatique. C'est les plus stigmatisés des stigmatisés. C'est vraiment le plus bas de l'échelle. Quand on pense à une population dont les droits sont en permanence bafoués, c'est cette population qui est vraiment le plus concernée. Et comme disait Michel, le personnel de santé voit arriver une personne usagère de drogue, alors elle n'est pas propre, elle est mal habillée, et il a peur d'elle. Il va me voler quelque chose pour s'acheter sa drogue, etc. Et on en parlera sûrement plutôt à la deuxième partie de l'émission. Mais tout à l'heure, Madame Dreyfus, qui est ancienne présidente de la Fédération suisse et ancienne ministre de la Santé, qui, chez elle, a créé des centres où les personnes viennent s'injecter proprement. C'est les fameux centres de shoot aussi qui sont très controversés en France, qui ont été ouverts. Elle disait, je crois qu'elle le disait ce matin sur les ondes d'une radio, que je ne citerai pas, elle disait que la population, en fin de compte, a été ravie de la création de ces centres parce que ces personnes n'avaient même plus besoin de voler 10 dirhams pour aller 20 dirhams pour aller s'acheter leur dose et s'injecter en cachette. Je veux dire, c'est tout un contexte. Leur exclusion sociale aggrave le fait qu'ils sont à la marge de la société et fait qu'ils sont de plus en plus rejetés.
On continue après une petite pause. On parlera justement des plans d'action et des recommandations que vous avez formulées aujourd'hui. Si vous venez de rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, sachez que nous parlons des politiques publiques en matière de drogue. On a planté le décor, on va essayer de comprendre maintenant ce qui se passe à l'international pour qu'on puisse benchmarker et voir quelle comparaison on peut avoir à l'international et ce qui peut être fait au niveau du Maroc. On en parle après un sujet de Manal El Ardali. Une approche globale pour une lutte anti-drogue efficace. Le Maroc adopte une stratégie axée sur 3 points. Réduction de l'offre, répression du trafic et de la demande et développement alternatif. Depuis 1996, le Maroc est doté d'une commission nationale des stupéfiants et d'une unité de coordination de la lutte anti-drogue. Objectif, améliorer la coordination entre les services chargés de l'application de la loi. Pour ce qui est de la prise en charge des usagers de drogue, le Maroc est un pionnier dans la région. Il a lancé une série d'études épidémiologiques depuis la fin des années 80 et pour répondre à un besoin urgent, une offre de soins en addictologie est disponible. La Fondation Mohamed V a ouvert 7 centres d'addictologie dans 7 villes différentes: Casablanca, Rabat, Oujda, Nador, Marrakech, Tétouan et Tanger. 5 autres centres seront ouverts prochainement à Fès, Meknès, Chefchaouen, Al-Hoceïma et Agadir. Pour ce qui est du programme de substitution à la méthadone, il a été lancé en 2010 dans 3 sites pilotes, Tanger, Salé et Casablanca. Ce type de traitement fait partie du programme national de réduction des risques au Maroc. Un traitement qui fait consensus car la méthadone est inscrite au Maroc dans la liste des médicaments essentiels de santé publique. Au niveau mondial, le dispositif de lutte contre la drogue tente d'éradiquer complètement la consommation et la production de stupéfiants. Depuis les années 60, le nombre d'usagers de drogue ne cesse d'augmenter malgré une répression ininterrompue. Des dizaines d'organisations et d'experts dénoncent la politique internationale de guerre contre la drogue. Ils dénoncent surtout des conséquences dévastatrices, freins au développement, menaces sur la santé publique, atteintes aux droits de l'homme et explosion de la criminalité. Alors, est-ce que la prohibition est finalement la solution? Si on voit 71, Nixon déclare la guerre, une guerre acharnée à la drogue, c'est la fin de, ça coïncide avec la fin de la French Connection, hein, si on revient un peu dans l'histoire. En 88, les Nations Unies adoptent une convention qui contraint les États à poursuivre les consommateurs, donc à pénaliser. Est-ce que c'est la bonne solution? Non, à l'évidence, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation de drogue, et comme c'est dit dans le reportage, n'a cessé d'augmenter. La répression a fait, comme nous en avons déjà parlé aussi, que les gens se cachent parce qu'ils ont peur de la police, ils n'accèdent pas aux services de santé, ils sont discriminés, ils sont rejetés, marginalisés, et ils laissent se propager une épidémie de sida et d'hépatite C d'une ampleur considérable. Les droits de l'homme sont violés de façon quotidienne. L'enquête que vous aviez mentionnée tout à l'heure au Maroc l'illustre bien. L'incarcération devient monstrueuse. Je l'ai dit tout à l'heure, 50% des personnes emprisonnées aux États-Unis le sont pour des délits, des offenses, comme on dit là-bas, liées à la drogue. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui a poussé les électeurs américains dans des référendums au Colorado, à Washington, en Californie, d'une certaine façon, à aller vers la légalisation du cannabis, c'est que ces électeurs voient qu'ils en ont assez de voir les coûts de l'incarcération croître. Mais c'est très récent, ça, c'est 2012, c'est-à-dire que le débat existe depuis longtemps. Le débat existe depuis longtemps, mais il s'est acutisé, sans aucun doute. Maintenant, il y a une lassitude extrême et de la population et des gouvernements qui comprennent que cette politique de la répression est un échec, sans parler de ce qu'elle a généré, donc, des organisations criminelles qui corrompent des gouvernements, qui portent des risques considérables à la démocratie dans ce qu'on appelle les narco-states, et donc dans les États qui sont pratiquement tenus en otage par ces organisations criminelles, et elle a généré une violence sociale considérable. Au Mexique, on considère que la guerre, depuis qu'il y a la guerre contre la drogue, entre
la répression policière, la militarisation de la répression et les guerres entre gangs, c'est quelque chose comme 100 000 victimes déjà au Mexique, indirectement des politiques répressives. C'est pour ça que nous appelons fortement à ce que cela change. Ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Si on cite ce que dépensent les États-Unis chaque année, c'est près de 100 milliards de dollars. D'après ONU-SIDA, avec 3,2 milliards seulement, on aurait pu en 2010 couvrir tous les besoins de prévention et de réduction des risques. À condition d'adopter une approche de santé publique. Donc une approche de santé publique qui est basée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire c'est une approche inclusive qui permet donc d'offrir un paquet de services pour les usagers de drogue qui répondent à leurs besoins. Plutôt que de les emprisonner, il faut plutôt bien de les incarcérer. Et donc il faut plutôt leur offrir des services parce que ce sont des personnes donc, qui souffrent comme d'autres personnes qui souffrent d'autres pathologies. Et donc il faut leur donner un accès à des services qui répondent à leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on parle d'un programme de réduction des risques. Et ce sont des programmes qui ont montré leur efficacité. Le professeur Kazatchkin a parlé de ces programmes qui ont été mis en place dans plusieurs pays développés. On donne l'exemple de l'Espagne. L'Espagne qui vivait une épidémie très grave de VIH et d'hépatite parmi les usagers de drogue les années 90. Maintenant, l'épidémie est totalement contrôlée grâce à cette approche et grâce à un paquet de services qui ont été mis en place et qui d'ailleurs, que le Maroc donc, aussi est en train à initier, donc est pionnier aussi maintenant également dans la mise en place de ce type de service. Alors, dans le monde, oui, mais professeur. Non, mais si on revenait au Maroc pour dire qu'est-ce qui se fait en pratique au niveau juste avant qu'on revienne au Maroc, pour qu'on prenne encore un benchmark, on connaît les cas les plus célèbres, qui sont les Pays-Bas, certains États des États-Unis. Ça a apporté concrètement ces fruits? Il ne faut pas oublier le Portugal. Le Portugal, oui. Alors, il y a je citerai deux choses. D'une part, dans les pays d'Europe occidentale, qui ont mis en place depuis les années 90 ces politiques dites de réduction des risques sur lesquelles on va revenir, il n'y a pratiquement plus d'infections nouvelles par le virus du sida chez les usagers de drogue. Zéro. Dans mon pays, en France, c'est moins de 1% des nouvelles infections par le virus du sida sont chez les usagers de drogue. C'est 0 à 1%. D'autre part, il y a des pays comme le Portugal, mais d'autres, la République tchèque, les Pays-Bas, des pays qui ont dépénalisé totalement. Le Portugal est l'exemple que l'on cite toujours. Et cette dépénalisation, contrairement à ce que les gens peuvent penser, a amené à une diminution de la consommation des drogues et à une diminution drastique du nombre des nouvelles infections par le virus du sida. Alors, la réflexion, elle doit se situer où? Avant qu'on parle du Maroc, qu'on arrive à finalement un modèle, est-ce qu'il pourrait y avoir un modèle marocain en la matière? Est-ce qu'on parle d'enjeux sanitaires ou d'enjeux financiers? Parce que quand on a préparé le sujet, je suis allé voir, il y a beaucoup d'études qui sont faites, de prospectives, où on prend des scénarios, dépénalisation de l'usage, légalisation de la production, ou légalisation dans un cadre concurrentiel, et on voit ce que ça donne en termes d'entrée fiscale ou pas, d'augmentation d'utilisateurs ou pas. Donc le curseur, on doit le mettre où? Sur l'enjeu sanitaire ou sur l'enjeu financier? Sur la santé publique. Oui, mais je Sur dirais la santé publique. Mais si, en plus, si les États font des économies en arrêtant cette politique qui est un échec, eh ben, tant mieux. L'argent qu'ils vont économiser pourra être réinvesti dans la santé publique. Mais l'enjeu est juridique, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il faut absolument qu'on règle cette question essentielle qui est celle d'empêcher cette épée de Damoclès de tomber sur la tête des gens qui consomment de la drogue. Seulement ceux qui consomment de la drogue, et pas ceux qui consomment... Évidemment, ça c'est les trafiquants, mais pas ceux qui consomment d'autres produits équivalents à des drogues telles que l'alcool. Comment on gère l'alcool et le tabac? Comment on fait alors? Comment font les États pour gérer l'alcool et le tabac alors qu'ils s'intéressent uniquement à la question des drogues? Donc moi je pense que l'enjeu est juridique. C'est une addiction importante, le tabac. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Et surtout, beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Il y a 200 000 morts environ par an dans le monde liées aux drogues dont nous parlons. Il y a 2 500 000 morts par an dans le monde liées à l'alcool. Et 50% des gens qui consomment du tabac vont mourir du tabac. Donc je reviens à ma question, qui est peut-être un peu cynique, mais l'enjeu est-il sanitaire ou financier? Donc moi, si je peux répondre, c'est un enjeu sanitaire, mais également financier, parce que de toute façon, il a été prouvé selon tous les modèles qui ont été faits, qu'en mettant en place un programme de réduction des risques, bien sûr, il va falloir investir, mais ça va entraîner des économies très importantes. D'ailleurs, les modèles qui ont été faits par l'ONU-SIDA, concernant la fin de l'épidémie en 2030,
Ils ont bien sûr fait plusieurs modèles sur l'introduction et l'extension des programmes de réduction des risques. Ils ont montré aussi toutes les économies qui vont être faites pour les États. Donc parce que c'est une intervention qui a un grand co-efficacité. Je crois qu'il faut faire attention aussi quand on parle d'enjeux financiers. Ouais. Il s'agit, on reviendra là-dessus, mais en changeant le statut des drogues de quelque chose qui est interdit pour en faire quelque chose qui est autorisé et régulé par l'État, il s'agit surtout de reprendre ce marché qui est actuellement aux mains des organisations criminelles avec un circuit financier de l'ordre estimé à 350 à 400 milliards de dollars par an dans l'économie parallèle criminelle, qui, encore une fois, se sert de cet argent pour corrompre les États, pour enrichir des comptes en banque cachés, pour gérer d'autres trafics. Il s'agit, dans la proposition sur laquelle on reviendra, de la Commission, qui est de redonner à ces drogues le statut qu'a le tabac, le statut qu'a l'alcool, le statut qu'avait le kiff. Toutes les drogues ? Toutes les drogues, de redonner le statut aussi qu'on donne à toutes les substances potentiellement dangereuses. Un radioisotope, que sais-je, un aliment potentiellement dangereux, un médicament. Toutes ces choses sont régulées dans nos sociétés. Et quelque part, il y a une seule exception, la drogue qui est interdite avec ce mythe qu'on a disséminé de ce que l'interdiction permettrait qu'il n'y ait plus de drogue. Et là, on constate l'échec. Mais l'enjeu financier, pour moi, c'est très largement un enjeu dans lequel il s'agit de reprendre, pour les gouvernements, de reprendre la main et d'en finir avec cette économie parallèle qui est, je crois, la deuxième économie du monde après le pétrole. On peut être un peu provocateur. Allez-y. Il nous faut revenir à la régie du tabac et du cannabis. Voilà. Eh bien, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On en prend acte, c'est votre proposition. Mais je voulais juste par rapport au documentaire que nous venons de voir, dire qu'est-ce qui est fait dans notre pays Alors, on y vient, depuis 2008. justement, exactement. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui va être fait? Grâce à la société civile, au ministère de la Santé, à l'ONU-SIDA, au Fonds mondial qui finance tout cela, il faut le dire et les remercier. Ça coûte cher. Hein. Au premier abord, ça coûte cher. Après, ça peut être rentable. Au Maroc, il y a plusieurs programmes, on appelle d'échange de seringues, c'est-à-dire que les associations qui sont impliquées dans ces programmes, nous recevons dans des centres des personnes qui ramènent des seringues usagées et qui prennent des seringues propres, qui prennent des compresses, de l'alcool, etc. Tout ce qu'il faut pour s'injecter. Je donne juste le chiffre parce que c'est intéressant. On a près de 240 000 seringues en 2014. Mais c'est pas beaucoup. Oui, 80 seringues par usager par an. Ça représente. C'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. C'est pas encore à peu près la même suffisant. situation qu'au niveau mondial. D'accord. C'est-à-dire c'est très faible. C'est-à-dire c'est considéré comme très faible. C'est Au niveau mondial, c'est 70. Parce que jusqu'à présent, nous touchons un pourcentage faible des personnes. Il y a encore des régions où il y a beaucoup d'injecteurs où nous ne sommes pas très présents. Hein. Donc, il y a aussi des programmes de réinsertion. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces personnes ne demandent qu'à être débarrassées de cette addiction. Hein. Et il y a des files d'attente dans les programmes de substitution par la méthadone, dont il était question dans le documentaire. Il y a des très longues files d'attente. Ça ne va pas assez vite. Et je profite de l'antenne pour le dire. Pourquoi ça ne va pas assez vite? Ça ne va pas assez vite parce que le ministère de la Santé a psychiatrisé ce problème. Il a décidé qu'il fallait qu'il y ait un psychiatre ou un addictologue pour délivrer la méthadone. Or, elle peut être délivrée par un infirmier. Elle peut être délivrée par un agent communautaire d'une association. J'ai visité le programme de l'île Maurice, où ils ont mis en 2-3 ans 5000 personnes sous méthadone, ce liquide qu'on donne légalement et qui permet de se débarrasser, d'aller chercher l'argent pour acheter le produit, pour s'injecter. Il n'y a pas un psychiatre dans ce programme. Il y a un médecin de santé publique, des infirmiers, des agents communautaires. Tant que le ministère de la Santé voudra avoir un addictologue, un psychiatre dans chaque centre, on ira vraiment pas vite. On n'a pas les psychiatres, c'est pour ça. On ne les a pas. Et on n'a pas besoin de psychiatres.
Très bien. professeur. Donc moi, je voulais aussi situer un peu le Maroc quand même par rapport à la région. Donc j'ai eu l'occasion de participer au dialogue qui est actuellement conduit par l'UNODC régional par rapport à pour préparer la prochaine session de Lunga sur les drogues. L'Agence des Nations Unies. L'UNODC, c'est l'Agence des Nations Unies pour le drogue et le crime. Donc il a eu lieu hier et aujourd'hui. Et à cette occasion, il y a eu des présentations des pays qui ont présenté leurs bonnes pratiques. Alors, dans les pays de la région, il faut dire que le Maroc est bien avancé. Donc si on prend un peu à part l'Iran, qui a déjà mis en place un programme de réduction des risques, mais parce qu'il avait une épidémie très grave parmi les usagers de drogues injectables depuis de nombreuses années. Donc le Maroc est le deuxième pays à avoir mis en place ce programme de réduction des risques. Les autres pays, eh bien, on a vu que leurs stratégies étaient des stratégies d'un autre temps. Donc pour beaucoup de pays, on a vu dans les présentations que beaucoup font encore l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils obligent les usagers à prendre des traitements. C'est pas la substitution, mais enfin, mais nous voulons le meilleur pour notre pays, nous voulons aller vite. Il y a le dépistage obligatoire. Il y a beaucoup. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Bon, il y a les substitutions. Quand on n'a pas accès à la substitution à la méthadone, c'est quoi? Vous avez dit que ce sont des injonctions thérapeutiques. Ça, c'est l'ancienne manière donc de prendre en charge les usagers. C'est les comportements répressif. Non, il n'y en a pas dans notre pays. Ça n'existe plus. Voilà, donc c'est pour montrer quand même que le Maroc, il est quand même pionnier, il y a quand même un programme qui est en place. Maintenant, effectivement, c'est un programme qu'il faut étendre, renforcer, et surtout pour le volet de traitement de la substitution, qui nécessite bien sûr une mise à l'échelle pour pouvoir donner un accès à tous les usagers, donc pour avoir justement pour bénéficier. On sait combien il y a de personnes qui sont concernées par les usages de méthadone? 626, c'est vraiment pas beaucoup. Oui. En 2014, d'après le ministère de la Santé, 626. Ça coûte cher, la méthadone? C'est pas tant que ça. Enfin, c'est financé, ça coûte pas cher. C'est financé par le Fonds mondial. Ça coûte moins cher que la drogue? Oui. Bon, bien sûr, oui, ça coûte moins cher que la drogue. Mais il y a des listes. À Tanger, je crois qu'il y a une liste d'attente de 200 personnes. Voilà, parce que à Tétouan, une liste d'attente de 300 ou 400. Les gens ne demandent qu'à bénéficier de ces programmes. Oui, moi, j'aimerais dire deux choses. D'une part, d'abord, j'aimerais saluer ce que fait le Maroc. Monsieur Alami a tout à fait raison. Si on regarde la région MENA, et même à l'échelle mondiale, car il n'y a pas tellement de pays qui ont mis en place ces politiques dites de réduction des risques. J'aimerais vraiment saluer l'effort qu'a fait le Maroc et les réalisations au Maroc. Mon deuxième point, c'est que c'est très bien de réduire les risques, mais ce que dit notre commission, c'est qu'il faut aller plus loin, il faut changer les choses, il faut changer la façon dont nos sociétés et nos politiques publiques s'adressent à la drogue. Il ne s'agit pas que de réparer les dégâts ou de réduire les dégâts. Et puis, puisque nous sommes beaucoup dans le débat sanitaire, j'aimerais encore ajouter une chose qui est un dégât collatéral des politiques publiques répressives, c'est que dans 150 des 190 pays du monde, ou des 193 pays du monde, il n'y a pratiquement pas d'accès actuellement aux opiacés, à la morphine, pour lutter contre la douleur. Et ça, c'est une conséquence aussi indirecte des politiques répressives, parce que les gouvernements ont une peur bleue de manipuler en quelque sorte ces substances. Les médecins ont peur de commettre des bêtises. Les ministères de l'Intérieur, dans de nombreux pays, ont des yeux rivés sur ces médecins pour voir s'ils vont faire, s'il n'y aura pas une diversion de ces produits vers le circuit illégal ou informel. Résultat, il y a une épidémie de souffrance et de douleur dans le monde qui serait largement évitable si on changeait notre regard sur la drogue. Plus de pragmatisme dans le traitement de la drogue. Du pragmatisme, mais aussi, comme le disait M. Hounir, changer ces conventions qui laissent à ces substances, les opiacés, un double statut incompréhensible. C'est légal si vous donnez de la morphine à un patient qui souffre, c'est illégal si des gens consomment de ces produits. Et en fait, l'interprétation qu'ont fait tous les pays du monde de ces conventions, ce n'est pas ce n'est pas une interprétation qui permet de voir ces choses de façon équilibrée. En fait, tout l'accent a été mis sur la répression.
Et donc, il y a un Alors, arsenal répressif. je vous coupe parce qu'il y a Voilà. la Suisse, on prend la politique des 4 piliers de la Suisse, prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Il reste quand même de la répression à un moment donné. Régulation. On parle Alors, de répression. attention, la régulation. répression doit continuer vis-à-vis des du trafiquants. trafic. D'accord. Et ce que dit, et elle continue en Suisse contre le trafic, elle continue contre le blanchiment d'argent. Mais ce que dit la Commission, c'est que ce trafic, ce blanchiment d'argent, cette emprise sur le monde des organisations criminelles pourrait être largement diminuée si on redonnait le contrôle de la régulation aux États. Alors, j'aimerais vraiment parler de prévention, parce que c'est important. On n'a pas parlé de prévention. Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, vous faisiez le parallèle avec l'alcoolisme, enfin avec l'alcool, avec le tabac. On a beaucoup de mal à faire de la prévention sur le tabac. Est-ce qu'on a les moyens, les leviers pour agir sur la drogue? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la LCS, par exemple, ne s'implique pas du tout dans aller dans les écoles, dire c'est pas bien de prendre de la drogue. On n'a pas le sentiment que ça soit vraiment efficace. Donc, je sais pas. Et on n'en a pas de démonstration scientifique. Voilà. Donc Voilà. les campagnes à grande échelle n'ont pas prouvé leur efficacité. Par contre, il y a des campagnes, des façons de faire qui ont prouvé leur efficacité en matière de prévention. C'est par exemple de faire intervenir dans des petits groupes au sein des communautés et au sein notamment des gens les plus vulnérables pour des raisons sociales et socio-économiques, de faire intervenir des personnes qui sont elles-mêmes usagers de drogue, ce qu'on appelle un dialogue de pairs, P-A-I-R-S. Et ça, ce sont des interventions dont l'efficacité a été prouvée, en particulier pas en la Suisse, communication au grand public, hein, elle n'est pas. Alors, sur Twitter, on nous dit à quand la dépénalisation? Donc, tout à l'heure, j'ai pris acte de votre proposition de revenir en 1955 avec la régie du tabac et du kiff. Mais d'un point de vue du droit, je rappelle que 4 partis politiques au Maroc, le PAM, c'est-à-dire que la LUS et le PJD sont d'accord en faveur de la légalisation. C'est pas le 4e, c'est le Front de gauche. C'est le Front de gauche, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit PJD? Oui. Oh, pardon, en faveur de la légalisation. Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne solution? Bon, ça reste une position de parti politique. Le problème, c'est les auteurs de la réforme. Et les auteurs de la réforme, c'est évidemment les gens qui sont au pouvoir et les parlementaires. C'est ceux-là qu'il faut sensibiliser relativement à cette question. Et je crains qu'ils ne soient pas assez sensibles à la question. Effectivement, durant la campagne électorale, on a entendu 2 ou 3 hommes politiques, un petit peu, en s'adressant aux gens du Nord, en leur disant il faut penser effectivement à la légalisation du cannabis, etc. Parce que la population du Nord est une population qui souffre doublement, effectivement. C'est des Marocains qui sont en liberté provisoire, c'est-à-dire on peut les arrêter à tout moment, et ils n'ont que ce moyen pour pouvoir vivre. D'où l'intérêt, effectivement, de contrôler tout ça, et ça permettrait peut-être de faire de ces régions des régions développées avec une dignité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, je craignais, je disais tout à l'heure que, en tout cas, en regardant le projet du Code pénal, tel qu'il a été présenté par le ministère de la Justice, on maintient toujours la pénalisation. Donc, à quand, je ne sais pas, nous essayons de sensibiliser pour dire, effectivement, faites au moins, comme certains pays, comme la France et le Portugal, etc., enlevez les dispositions pénales et introduisez des dispositions qui seraient dans une sorte de code de santé publique, de manière à ce qu'il y ait un contrôle et que on oriente les gens vers des commissions pour leur dire c'est pas bien, mais sans les emprisonner, parce que il ne faut pas oublier la situation des prisons au Maroc, il ne faut pas oublier la situation des personnes qui sont mises en prison. À partir du moment où ils vont en Pas prison. pour l'instant. Est-ce qu'ils ont toujours accès à la drogue? Bien sûr, Alors, il y a de la drogue. largement, à travers le monde. C'est eux qui font rentrer la drogue en prison. S'il n'y avait pas de personnes usagères de drogue qu'on met en prison sans aucune espèce de traitement, il n'y aurait pas de drogue en prison. Elle rentre parce qu'il y a une demande en prison. Donc finalement, ils vont en prison pour de la drogue, ils ressortent, ils consomment de la drogue. Absolument. Donc, Et la prison est faut aussi un dire- facteur de risque pour le VIH, pour le virus d'hépatite C, parce qu'il n'y a pas de mesure de réduction des risques dans les prisons, dans la plupart des pays du monde. Je voudrais juste dire, attention, il y a 2 façons de dépénaliser. Il y a bien sûr ce que nous souhaitons et à quoi nous appelons, qui est la dépénalisation de l'usage. de l'usage et de la possession, oui, sans délit par ailleurs, n'est-ce pas, ce à quoi nous appelons, et qui viendra tôt ou tard dans le monde. C'est un processus lent, mais que je pense irréversible quelque part, pour les raisons qu'on a discutées plus tôt. Mais ce qu'on peut faire plus vite, c'est une dépénalisation qu'on appelle de facto.
C'est-à-dire que même si ce n'est pas inscrit dans la loi, en pratique, on le fait. Donc en France, par exemple, la dépénalisation au sens juridique du terme n'est pas encore intervenue, mais il n'y a pratiquement pas de jeune qui est mis en prison parce qu'il fume du cannabis. On sait faire ça chez nous, tolérer. Est-ce que ça c'est... Alors, justement... Non, mais je me pose la question. La LCS a initié une campagne de plaidoyer avec les autres associations impliquées dans le domaine de la réduction des risques, avec les associations de droits de l'homme. Nous avons organisé des réunions dans les principales villes du Nord. Professeur O'Neill, vous avez participé à la dernière à Tanger, où au cours de ces réunions, nous réunissons justement les responsables au niveau de la police, de la justice, de la santé, pour faire passer les messages que nous sommes en train de passer depuis le début de l'émission, que ces personnes sont des citoyens à part entière, qu'ils ont besoin d'une prise en charge, qu'ils la demandent, qu'il faut arrêter de les criminaliser, qu'il ne faut pas appliquer cet article du Code pénal. Et il y a une écoute, il y a vraiment des réactions très positives. Et nous comptons vraiment poursuivre ce plaidoyer au niveau des régions, mais également au niveau du Parlement. Et l'idée est effectivement d'influencer les juges dans le sens de arrêter d'envoyer une personne en prison parce qu'on a trouvé sur elle 2, 3 doses de drogue. Voilà. Et si vous demandez à une mère de famille que souhaite-t-elle pour son enfant si on le trouve avec du cannabis, est-ce qu'elle pense que c'est une bonne chose de l'envoyer en prison ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans, le faire rencontrer des psychologues, des agents sociaux ou des médecins, je crois qu'elle n'aura pas beaucoup d'hésitation. Donc je pense qu'on devrait pouvoir avoir une adhésion populaire à la dépénalisation. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé d'imaginaire collectif, justement dans le prolongement de l'idée de Madame la professeure Hemich, c'est qu'effectivement, on oublie, il y a une deuxième partie de l'article 8 qui pénalise l'usage de drogue, c'est-à-dire il y a la sanction pénale, et puis on vous dit, si l'intéressé est d'accord pour subir un traitement, la poursuite tombera. Le problème, c'est que le procureur, c'est ce que nous disent les procureurs avec les médecins. Le procureur décide, effectivement, veut appliquer... Non, il n'y a pas de jurisprudence, mais c'est une pratique quotidienne. C'est-à-dire que le procureur veut, effectivement, éviter d'envoyer quelqu'un en prison en le soumettant au traitement, et l'intéressé, évidemment, veut suivre un traitement. Mais quand il se présente à l'hôpital, notamment à l'hôpital public, cet imaginaire collectif de mépris, de rejet et de peur fait que le médecin, ou les médecins, je n'accuse pas les médecins en général, mais grosso modo l'idée est celle-là, on nous dit, mais moi j'ai pas de place pour m'occuper de cette personne. J'ai déjà du mal avec les personnes. D'où l'importance des centres dont il a été question. Alors justement, je voulais parler de ces centres-là. Je prends l'exemple de la France, et puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller à côté d'une salle de shoot en France. Bon, il y avait une grosse... Non, pas de salle de shoot en France. Madame la ministre n'a pas encore eu le courage de c'était des centres, alors justement, ils étaient en train ils accueillent des héroïnomanes, et puis bon, on voyait des seringues partout dans la rue, il y avait de gros débats à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est assez visible pour qu'on ait ce débat-là de la part de la société civile? Parce que vous nous dites que c'est caché, on les voit pas, mais est-ce que c'est assez visible pour que, justement, des gens se disent, il faudrait des salles de shoot? C'est notre prochaine revendication. Déjà, il y a des pays où distribuer des seringues serait puni par la loi. Heureusement, dans notre pays, on peut le faire. Donc, on distribue des seringues achetées par le ministère de la Santé, par le Fonds mondial. La prochaine étape, ça sera de demander des centres où les personnes puissent venir s'injecter proprement. Et je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur un point que nous avons discuté tout à l'heure, très vite, celui des prisons, pour dire qu'il y a actuellement un dialogue entre l'administration pénitentiaire et le ministère de la Santé pour introduire la méthadone, d'ailleurs le principe est acquis, introduire la méthadone et les seringues dans les prisons. 30 secondes, M. Kazatchin, New York, prochainement, quelle sera la recommandation principale? Alors, 2016, c'est un rendez-vous des Nations Unies, des chefs d'État des 193 pays du monde pour parler du problème de la drogue. Ça sera la première fois en 18 ans. Et donc là, j'espère et j'attends de cette réunion d'abord que le monde constate l'échec des politiques répressives, des politiques basées sur la prohibition et la répression.
Ensuite, on va voir. Le monde est partagé. Vous avez aujourd'hui des interlocuteurs qu'on appellerait progressistes, qui comprennent, qui veulent la réforme. Il y a beaucoup d'États dans le monde qui restent sur des positions très conservatrices et très fermées. Donc je ne connais pas l'aboutissement de New York, mais ce dont je suis déjà certain, c'est que le débat est lancé. Le débat est ouvert, et j'espère qu'au Maroc, après cette émission, après la journée d'aujourd'hui, le dialogue va se poursuivre pour que les gens réfléchissent. Est-il vraiment raisonnable de continuer dans cette ligne? Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ça nous a permis de mieux comprendre la situation dans le monde et au Maroc. Ne ratez pas la rediffusion si vous nous avez pris en route. Excellente soirée sur Média 1 TV. À demain.